Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e épisode d'Impact & Co 10% pour tout changer. Alors je le rappelle, c'est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire en partenariat avec le French Impact et Pro Bono Lab. Alors cette semaine, nous nous intéressons au secteur de l'éducation. Comment les acteurs de ce secteur sont-ils devenus résilients justement pour éviter le décrochage scolaire durant cette crise? Nous recevons tout d'abord Benjamin Blavier. Bonjour Benjamin. Vous êtes le président d'Article 1. D'Article 1, donc je le rappelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, c'est la fusion de deux associations et vous luttez contre l'inégalité des chances et vous favorisez bien évidemment l'insertion professionnelle des jeunes issus de quartiers défavorisés, de milieux populaires, de zones rurales. C'est bien ça? Exactement. Et avec vous, nous avons l'honneur de recevoir Pierre Dubuc. Bonjour Pierre. Bonjour Céréal. Vous êtes donc le cofondateur d'Open Classroom, qui a été fondé à peu près en 2013, c'est bien ça. Vous faites partie du Next 40. Exact. Aujourd'hui, voilà, c'est une plateforme de formation en ligne qui propose des cours diplômants. Actuellement, vous avez plus de 3 millions d'étudiants à travers le monde, avec une moyenne d'âge, vous, de 35 ans. Alors, on va commencer tout de suite par Benjamin Blavier, donc cofondateur et président d'Article 1. Tout d'abord, présentez-nous cette association. Article 1, association d'intérêt général, c'est la fusion de deux associations qui ont été fondées il y a une quinzaine d'années. On a fusionné ça en 2018 avec un objectif qui est d'avoir un impact sur les chiffres de la mobilité sociale en France. C'est-à-dire cette idée suivant laquelle, malheureusement aujourd'hui, en fonction du territoire où vous naissez, de la fortune de vos parents, de votre origine sociale, vous n'avez pas forcément le même accès à l'orientation, aux études supérieures et à l'emploi. Donc nous, on a décidé de se mobiliser contre ça. Donc notre chantier, c'est aider les jeunes en première terminale à choisir leur orientation sans biais, sans déterminisme, réussir des études supérieures en allant le plus loin possible, seulement suivant leur talent et pas en étant freiné pour des conditions matérielles. Et puis bien sûr, accéder à l'emploi et j'allais dire réussir leur début de parcours professionnel. Donc c'est une asso qui est essentiellement soutenue par des entreprises, mais aussi en partenariat avec l'État. Et on est aujourd'hui sur des flux d'à peu près 150 000 jeunes par an dans nos dispositifs d'accompagnement, soit sur des plateformes digitales, soit dans des ateliers présentiels, soit dans de l'accompagnement individuel. Alors, on le rappelle pour la suite, pour préparer la suite de ma question, mais l'électronisme actuellement touche 17% de la population française et vous avez lancé un collectif durant cette crise, c'est le hashtag Connexion d'urgence qui a été rendu possible notamment grâce à une coalition inédite avec la Fondation SFR, avec Emmaüs Connect, avec La Poste, avec les ministères du Travail, de la Santé, également de la Solidarité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous avez récolté 10 000 ordinateurs et on peut Oui, c'est ça. Oui, c'est effectivement une coalition qu'on a montée assez vite et dans l'urgence. On entendait le ministre dire que 5 à 8% des jeunes collégiens, lycéens sont perdus. Nous, ce qu'on entend dans les quartiers populaires, c'est plutôt 20, 30, 40%. Donc, on s'est dit, il faut absolument faire quelque chose. Et en fait, quand on interroge ces jeunes, souvent, ce qui revient, c'est le fait de dire que même s'ils ont envie de bosser, il n'y a pas d'ordinateur à la maison. Ou alors, il y en a un, mais il faut le partager avec le grand frère, la grande sœur ou avec éventuellement les parents qui télétravaillent. Quand il y a un ordinateur, il n'y a pas toujours une connexion suffisante. Et puis après, il y a aussi des questions de logement avec des fois des jeunes qui sont obligés de bosser dans l'escalier ou à plusieurs dans une pièce. Enfin bref, il y a des conditions matérielles compliquées. Mais cette question du manque d'ordinateurs, elle était vraiment très souvent dans les réponses des jeunes qui nous ont dit j'arrive pas à travailler. Donc on a décidé de se mobiliser. Parce que généralement, attendez, ces jeunes, avant cette crise, avant de se retrouver confinés, ces jeunes avaient accès à Internet, où ça, dans quelle structure? Alors, ils pouvaient avoir accès à Internet au collège ou au lycée. Ils pouvaient même avoir accès à Internet à la maison. C'est pas impossible. Certains ont des ordinateurs à la maison. Le truc, c'est que vous avez l'ordinateur familial et vous avez les autres qui ont envie soit de travailler, soit de jouer dessus, et éventuellement les parents qui ont besoin de s'y connecter aussi. Donc, c'est compliqué
d'avoir un ordinateur pour soi, une imprimante, une bonne connexion sur laquelle vous pouvez regarder des vidéos. Ça, c'est vrai quand vous êtes dans les grandes villes, mais quand vous êtes à la campagne, des fois, la connexion pour regarder des vidéos en ligne sur la continuité pédagogique, ça marche pas toujours. Donc, il y a des vraies contraintes matérielles qui ont été renforcées en fait par ce confinement. Donc voilà, il fallait effectivement trouver une solution. Donc on s'est mis à plusieurs en se disant on va pas faire ça chacun dans notre coin. Donc on a réuni 8 associations qui travaillent sur les sujets de mentorat depuis longtemps. C'est le collectif Mentorat. Vous pouvez les trouver sur Internet et voir qui en fait partie. Article 1, bien entendu. Et puis on a travaillé avec Break Poverty et Emmaüs Connect. Et l'idée, c'est de dire aux entreprises en particulier, donnez-nous soit des fonds, soit des ordinateurs directement. On va, nous, ensuite les acheminer vers ces jeunes. Comme ça, ils ont de quoi travailler pendant la période du confinement. Et on accompagne ça, et c'est très important, avec aussi de l'accompagnement humain. C'est bien beau d'avoir une machine, mais il faut apprendre à s'en servir. Et donc, la force du collectif Mentorat, c'est que derrière, on est capable, nous, pour chaque jeune qui reçoit un ordinateur, d'avoir un suivi. C'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui va contacter ce jeune, qui va l'aider à faire ses devoirs, qui va l'aider à s'approprier cette machine jusqu'à la fin de l'année scolaire. Voilà, pareil pour ceux qui sont aussi dans le collectif, c'est l'aide sociale à l'enfance, donc avec tous les jeunes qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance qui ont aussi ces dispositifs, et puis pareil pour quelques autres comme les écoles de la deuxième chance qu'on a aussi intégrées dans cette opération connexion d'urgence qui visait 10 000 ordi et effectivement on est en train d'y arriver. Alors, Benjamin Blavier, est-ce que vous affirmez, vous constatez également que cet élan solidaire a été notamment favorisé par cette crise? Parce que le collectif Mentorat, c'est déjà une coalition, mais est-ce que vous avez reçu le soutien d'autres partenaires durant cette crise pour justement acheminer, récupérer, déployer ces ordinateurs et puis les accompagner après, bien évidemment, pour les former, tous ces jeunes? Moi, je crois que c'est un des gros apprentissages de cette crise quand même, c'est qu'on apprend que la solidarité, ça n'est pas un luxe. Voilà, on voit le dévouement des soignants, on voit les gestes d'entraide entre les voisins qui sont en train de se multiplier. Et puis nous, on a reçu beaucoup d'appels, beaucoup de signaux de la part des entreprises, notamment, nous disant, écoutez, on a envie d'aider, on a envie de s'impliquer, on a envie d'impliquer nos équipes. Qu'est-ce qu'on peut faire auprès des associations pour être utile, parce qu'on se rend bien compte que la situation sur le terrain est tendue. Donc nous, on a eu effectivement un élan de solidarité assez formidable des entreprises. Les 10 000 ordi, c'est comme ça qu'on les a récupérés, très concrètement. C'est du financement venant d'entreprises. Alors ils viennent soit des entreprises directement qui nous recyclent du matériel qu'ils auraient sinon revendu, et ils nous disent, écoutez, on vous les flèche, on vous les envoie. Vous avez regardez sur le site de Break Poverty qui recueille les dons des entreprises. Vous avez une 50aine d'entreprises partenaires. Alors il y a des grands, il y a des petits, il y a des gens qui donnent 20 ordinateurs, il y en a qui en donnent plusieurs centaines, il y a des gens qui participent avec quelques milliers d'euros et d'autres avec des centaines de milliers. C'est très variable, ça dépend de la capacité des entreprises. Puis derrière, il y a effectivement toute une chaîne. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises de recyclage comme Ares par exemple qui sont fortement mobilisées pour nous accompagner. Il y a SFR qui a pris à sa charge tout ce qui est connexion, c'est-à-dire qu'en plus des ordinateurs, ils fournissent des cartes prépayées pour avoir des connexions, et voilà, donc évidemment ça c'est absolument indispensable. Vous avez La Poste avec Colissimo qui a dit Banco, vos 10 000 ordi, même si pour nous c'est compliqué en ce moment, on les achemine on s'en charge, voilà, donnez-nous les adresses et on va les amener devant la porte chez ces jeunes. Donc voilà, il y a quand même une chaîne de solidarité assez extraordinaire qui s'est nouée en quelques semaines, c'est-à-dire en 2-3 semaines. Le plus difficile a été finalement de trouver les ordis finalement, parce que 10 000 ordis sur le marché à trouver dans une période relativement serrée, c'est compliqué. On peut en profiter pour lancer un appel, Benjamin. On en profite pour lancer un appel parce que les 10 000, on y est, ça c'est officiel, on est même un peu plus proche des 11 000 que des 10 000 qui sont en train d'arriver chez les jeunes. Nous, du coup, on a décidé de pousser la jauge et on souhaite donner 15 000 ordi. Voilà, donc on remonte d'un cran en se disant il doit y avoir moyen d'aller un peu plus loin. Et moi, je pense même qu'on tient quelque chose là, on tient les prémices de quelque chose pour l'année prochaine. Cette opération,
elle aura encore son utilité dans la prochaine année scolaire parce que là, l'été va arriver, on va dire, il y a encore évidemment des choses à faire jusqu'à fin juillet, mais les inégalités scolaires qui auront été creusées par le confinement, elles vont perdurer toute l'année scolaire prochaine. Et moi, je suis assez persuadé qu'on doit pouvoir imaginer un circuit de recyclage des ordinateurs dont les entreprises ne veulent plus en leur disant, bah, écoutez, plutôt que de les revendre ou de les remettre en recyclage, si ce sont des machines en pas trop mauvais état, donnez-les nous, on va les récupérer et on va les affecter à des jeunes pour qui ça aura un réel impact. Vous avez également un autre projet, une autre opération en cours qui s'appelle Réussite Virale. Vous proposez du mentoring, c'est ça, pour ces jeunes. Et alors, oui, exactement. Exactement. Alors ça, c'est notre métier de base, hein, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on est né comme ça, nous, en proposant du mentorat, c'est-à-dire pour un jeune défavorisé en parcours d'études, un accompagnement individuel avec un volontaire salarié ou dans le monde professionnel qui va pouvoir le suivre. Donc on s'est dit, il faut d'abord résoudre cette question du matériel. Mais une fois qu'on a résolu la question du matériel, les jeunes à qui on donne des ordinateurs vont avoir, pour certains, des difficultés à réussir cette continuité pédagogique parce qu'ils n'ont pas forcément, j'allais dire, la discipline suffisante pour se mettre devant un ordi, pas suffisamment confiance en eux, parce qu'il peut y avoir des matières dans lesquelles ils ont des difficultés et il ne va pas y avoir forcément dans leur entourage immédiat des gens capables de les aider. Les parents ne sont pas forcément dispo ou ne sauront pas faire. Voilà, donc ça existe très souvent. Donc on s'est dit, on va travailler là-dessus. Voilà. On est là pour vous, et donc vous avez réussitevirale.fr dont on est fier parce qu'on l'a lancé le 19 mars, donc c'était 4 jours après le confinement, pas longtemps après, et c'est très direct, c'est-à-dire vous êtes collégien, lycéen, étudiant, vous avez des difficultés, je sais pas, vous êtes en première, vous avez des difficultés en maths, en SVT, en histoire, vous voulez parler votre anglais, vous êtes en terminale, vous avez besoin de réfléchir à votre orientation, vous êtes un peu perdu, vous mettez ça sur un document en disant voilà en quoi vous avez besoin. De l'autre côté, nous, on a des volontaires qui sont soit des étudiants, soit des pros qui disent bah voilà, moi je peux aider à parler l'anglais, j'étais pas trop mauvais en maths, je peux filer un coup de main, je peux faire découvrir tel métier qui intéresse tel jeune, je coche. Et nous, derrière, le travail des équipes de réussite virale, parce que là aussi c'est une coalition, donc il y a Article 1, il y a la FAGE, il y a Zubdeco, enfin il y a quelques autres associations, vous le verrez sur réussitevirale.fr. Notre travail, c'est de faire du matching, en gros on crée des binômes et ensuite on crée la relation et ensuite on vérifie que ça marche, bien entendu, sur le terrain entre les jeunes et des mentors volontaires qui vont les appeler jusqu'à la fin de l'année pour leur filer un gros coup de main pour passer le cap du confinement et de la fin de l'année scolaire. Et vous avez et là, on est sur... c'est bien ça ? Oui, c'est ça. On est proche des 6000 bénévoles avec un vrai bel élan de solidarité. Les étudiants, notamment, se sont manifestés en nombre, donc ça, c'est vraiment chouette. Et tout le travail maintenant, ça consiste à aller capter les collégiens, lycéens, étudiants pour qu'ils s'inscrivent. Vos jeunes ont entre 16 et 25 ans, il faut le rappeler. Voilà, alors là, sur Réussite Virale, on remonte un peu en amont parce qu'on est aussi remonté sur le collège. Et là, du coup, on travaille avec d'autres acteurs comme le choix de l'école, comme Zubdeco, comme FAGE, comme Viens voir mon taf. Voilà, donc des associations qui travaillent un peu plus sur ces publics de collégiens. Et une troisième annonce, vous avez lancé un fonds de solidarité. Oui. Il y a à peu près 320 jeunes, c'est ça, concernés actuellement ? Oui, c'est ça. Alors en fait, là, on peut les accompagner financement ou les prendre en stage. Exactement. L'idée, c'était, on a 2000 jeunes qui sont des étudiants boursiers que l'on suit en mentorat individuel chaque année, et on leur a posé des questions au début du confinement en disant comment ça se passe pour vous ? Et là, on a remonté des situations dramatiques. C'est-à-dire qu'on a 320 jeunes, exactement, qui nous ont dit je suis dans une situation telle financièrement que je n'arrive plus à payer mon loyer. Je ne peux plus rembourser mes factures, mes emprunts étudiants éventuellement. Et même pour certains, je n'arrive plus à me nourrir. C'est-à-dire, je suis dans une situation où je n'y parviens pas. C'est particulièrement vrai pour les étudiants qui avaient un job. Voilà, on a fait des moyennes. En gros, ceux qui avaient un job, ils ont perdu en moyenne 540 € par mois. Alors, quand un budget étudiant il est entre 900 et 1000 €, ça fait mal quand même. Hein. Donc, on a des situations évidemment compliquées. Donc, on a décidé de lancer un fonds d'urgence
Et effectivement, l'idée, c'est de faire appel aux particuliers ou aux entreprises pour leur dire, donner des sous qui vont être entièrement fléchés vers ces jeunes, les 320 qui en ont impérieusement besoin, pour leur dire, vous aurez de quoi tenir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et puis, on a aussi dit, donnez-nous des offres de stage, des offres d'alternance, des offres d'emploi pour cet été, parce que ils ont perdu leur job et ça va être compliqué d'en trouver un cet été. Et concrètement, si on peut leur permettre de se refaire un peu une santé financière en ayant un job cet été, on peut, pour certains, sauver leurs études. On en est là. On a des jeunes qui sont à deux doigts du décrochage, non pas parce qu'ils n'ont pas le talent ou les capacités, mais juste parce qu'ils n'ont plus les moyens. Et donc, évidemment, ça, c'est inacceptable. Donc, on a lancé ça. On se rend sur quel site ? Alors, sur Article 1. Sur Article 1, vous avez une rubrique dans laquelle il y a le fonds d'urgence que l'on a mis en place, sur lequel vous pouvez contribuer. Donc, on a vu le gouvernement qui donnait aussi maintenant 200 € pour 800 000 jeunes. Donc, c'est très bien, ça va dans le même sens. Malheureusement, c'est un peu le même constat qui est de dire que la situation, elle est assez dramatique. Moi, je pense que c'est même encore pire que ça. C'est-à-dire qu'on a 320 jeunes qui nous ont répondu sur 2000 en disant « pour moi, ça ne va pas ». Je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus qui n'ont même pas osé répondre. Et évidemment, cette situation qui concerne 2000 étudiants boursiers suivis par article 1, on peut l'extrapoler en se disant que pour beaucoup d'autres jeunes étudiants, la situation, chaque jour qui passe, devient particulièrement tendue pour beaucoup d'entre eux. Merci Benjamin Blavier. Maintenant, je m'adresse à Pierre Dubuc. Pierre Dubuc, je le rappelle, donc fondateur de la start-up, cofondateur d'Open Classroom. Vous avez à peu près 200 employés actuellement, c'est ça, présents dans 140 pays. Votre mission, c'est de rendre l'éducation accessible à tous. Avant de vous poser les questions sur Open Classroom, quelle est votre vision sur le regard sur article 1 ? Parce que c'est complémentaire avec ce que vous faites. Et là aussi, on assiste à un véritable élan de solidarité pour tous ceux qui sont éloignés. Oui, clairement, Article 1, on se connaît bien. On est même partenaire sur certains projets et on a une philosophie d'ailleurs très alignée sur des axes différents et c'est très complémentaire. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Mais la question du mentorat, c'est aussi quelque chose qui est primordial dans notre modèle. Et puis la vocation d'aider des personnes éloignées de l'emploi à améliorer leur employabilité, à s'insérer dans l'emploi, ça fait aussi partie de nos objectifs chez Open Classrooms. Donc, on retrouve beaucoup d'échos dans le discours de Benjamin par rapport à ce que nous, on essaie de faire aussi chez Open Classrooms. Alors, chez Open Classroom, vous êtes également mobilisé, je crois, depuis le 16 mars et vous avez donné accès à 3 mois de gratuité, c'est ça, à vos contenus ? Oui, en fait, on a essayé d'aider les écoles et les universités dans cette période de confinement qui, malheureusement, toutes ont dû fermer leurs portes. Et donc, ça a impacté des millions d'étudiants partout dans le monde, d'étudiants, d'apprentis, de stagiaires en formation professionnelle aussi, parce qu'il y a quand même plusieurs catégories derrière. Et donc, nous avons mis à disposition toute la plateforme Open Classrooms, les contenus, les certifications, les formations de formateurs, notre soutien humain, notre accompagnement, pour les aider en fait à passer en ligne et donc à assurer la continuité pédagogique. On a plus de 2000 établissements qui en ont bénéficié. Ça représente plus de 200 000 étudiants en France, mais aussi à l'étranger, en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, donc un petit peu partout dans le monde. Donc c'est ça notre initiative en fait pour aider la communauté, la société lors du Covid. Et comment vous voyez après cette crise ? Vous voyez comment vous continuez aussi un peu la gratuité de vos contenus ? D'autres, vous allez faire des coalitions, d'autres partenariats ? De base, en fait, nos contenus sont entièrement gratuits. Ce qu'on donne accès là en plus, c'est les certifications, c'est les outils de suivi, les formations de formateurs, etc. Mais depuis 1999, en fait, depuis le début de notre projet à la base, les cours sont gratuits. C'est notre mission de rendre l'éducation accessible à tous. Donc ça, on le fait depuis 20 ans et on va continuer à le faire, bien sûr, dans le futur. Et j'ai lu aussi dans un article qu'avec toute cette donnée, vous avez dû augmenter aussi la puissance de vos serveurs. C'est ça aussi un peu l'impact de la crise vous concernant ? Oui, en fait, dans les premiers jours suivant le confinement, le trafic et l'usage de la plateforme a augmenté entre 50 et 80% par rapport à un rythme normal. Donc, effectivement, on a dû rehausser un petit peu la puissance de notre infrastructure technologique pour faire face à la demande. Bon, malgré tout, on avait déjà quand même quelques millions de personnes par mois sur la plateforme.
Donc, c'était pas un très gros souci, mais en tout cas, c'est assez notable. Et dans chaque pays où il y a un confinement, on voit que tout de suite, derrière le confinement, il y a une augmentation de l'usage et du trafic de nos cours. Donc tout ça, c'est lié. Vous aviez 3 millions d'utilisateurs avant le confinement. Aujourd'hui, on en est à combien? On arrive à mesurer? Oui, ben, je vous ai dit, en fait, on a à peu près Plus 200 000 alors. encore 30. 3 millions plus 200 Ouais, 000. on a entre 30 et 50% maintenant d'usage supplémentaire. Ça s'est un petit peu tassé par rapport au tout début du confinement où il y a eu un très gros pic. Mais c'est vrai que ça continue à des hauts niveaux d'usage. Puis il y a quelque chose qui s'est rajouté aussi, c'est que depuis le mois d'avril, on a commencé aussi à travailler en partenariat avec Pôle emploi pour former sur des parcours diplômants entièrement en ligne et entièrement gratuits pour les demandeurs d'emploi, pour les former sur les nouveaux métiers, les métiers du numérique en particulier. Et donc, comme c'est de la formation entièrement en ligne, c'est vrai que ça a un certain succès de par la situation sanitaire. On peut dire que la crise, en tout cas, joue aujourd'hui sur le côté pédagogique, la formation en ligne. Ça vous propulse et ça accélère, non, cette vision qu'on avait de la formation en ligne? De façon générale, oui, ça accélère la transition vers le online, puisque comme toutes les écoles, les organismes de formation plus classiques en présence sont fermés, bah, du coup, ça force forcément la bascule online. Donc, ça a accéléré, turbochargé quelques années de transformation digitale en quelques jours avec le confinement. Il y a quand même des impacts négatifs, hein, puisqu'on travaillons aussi avec des entreprises, avec plus de 500 entreprises comme AXA, Société Générale, SNCF ou Orange. Et c'est vrai que certaines d'entre elles ont eu un impact de la crise économique. Je pense à Air France, qui est un client. Bon, c'est vrai que Air France ne va pas très bien. Et du coup, la priorité n'est pas forcément à former les employés lorsque on est en train de couper les budgets, de potentiellement se refinancer, licencier des gens peut-être à un moment. Enfin, donc c'est quand même une situation difficile pour pas mal d'entreprises. Et peut-être demain aussi pour les citoyens, les personnes directes aussi, la crise économique va avoir des impacts. Et donc ça, forcément, ça va avoir un impact négatif sur le business malgré tout. Mais vous avez eu également de nouveaux clients avec cette crise? Oui, on a des nouveaux clients aussi. Alors, on a des clients existants qui ont accéléré leur déploiement, qui forment plus de monde plus rapidement, hein, avec la crise. Mais il y a aussi des nouveaux clients, qui soient en B2C ou en B2B, côté entreprise ou côté individu, qui ont demandé très vite à mettre en place des formations en ligne. Donc, effectivement, il y a eu les deux. Donc, on a un impact négatif, un impact positif. De façon générale, on pense que c'est plutôt positif parce que ça accélère la transformation vers le online. Et dernière question avant de clôturer cette troisième partie. C'est ça, le confinement. Voilà, il y a des bruits qui surgissent en plein live. C'est le direct. C'est le direct. Votre vision, Pierre Dubuc, dans les 6 prochains mois, vous concernant sur votre business, vous le voyez comment? Vous voyez quand même un potentiel plutôt exponentiel concernant la formation en ligne, les entreprises qui vont de plus en plus faire travailler leurs salariés avec le télétravail, du coup faire appel à la formation en ligne, donc à votre plateforme. Pour vous, ça? Oui, je pense que la transformation digitale qui a lieu, elle ne va pas revenir en arrière. Je pense que même une fois que le confinement va être complètement levé, bon, déjà, ça va prendre quand même pas mal de temps. On est en train de quand même de se rendre compte que ça va être progressif par région, vraiment pas à pas. Donc, ça risque de prendre du temps. Peut-être qu'il peut y avoir des autres vagues, une deuxième vague peut-être. Donc, on sent bien que tout ça, ça va quand même prendre pas mal de temps. Donc, c'est clair que dans 6 mois, on sera encore dans un environnement Covid-19. Du coup, les personnes n'auront pas forcément très envie de voyager, de se déplacer pour aller faire une formation, de rester confiné dans une salle avec 20 autres personnes ou plus pour suivre des cours, etc. Donc, on est assez convaincu que le passage online est là pour durer et va continuer à augmenter dans les mois et dans les années qui suivent. De par la crise sanitaire, voilà, il n'y aura pas de retour forcément en arrière. Mais il y a par contre un aspect qui est difficile encore à prévoir, c'est l'alternance. Nous sommes aussi un centre de formation des apprentis.
Donc, on forme en alternance. Donc, ça correspond à un besoin de recrutement, en fait, pour les entreprises. Et le problème, c'est qu'effectivement, en période de crise économique, le recrutement, en général, c'est un marché qui va pas très bien parce que les entreprises, elles réduisent le nombre de personnes qu'elles recrutent, voire carrément, elles peuvent licencier. Donc, effectivement, si la demande des entreprises en matière de recrutement diminue, alors l'alternance va aussi diminuer. Est-ce que dans 6 mois, ça va repartir, l'alternance? Difficile à dire, hein. Je pense que la crise économique va quand même être importante et donc ça peut avoir des impacts négatifs à long terme, hein. C'est ce qui est probable. Bon, et dernière question, Pierre Dubuc. Alors cette fois-ci, je m'adresse pas aux start-upers, mais aux citoyens. Comment ça a changé votre vision? Enfin, on est à peu près la même génération. Enfin, nous sommes d'ailleurs la génération des milléniaux, les trentenaires. Comment vous la vivez au quotidien et qu'est-ce que ça va changer sur vous, sur votre vision? Je pense que ça recentre quand même pas mal les priorités. On voit quand même, comme disait Benjamin tout à l'heure, les gens se réunir autour d'un critère de proximité, d'être beaucoup plus attentif à l'autre, de se rappeler aussi que la santé c'est important, que l'éducation c'est important avec les écoles qui sont fermées. Donc la notion de care et d'impact aussi positif est quand même quelque chose qui rejaillit d'autant plus. Moi, autour de moi, j'ai quand même des gens qui profitent de cette période pour se dire finalement, est-ce que je me sens démuni parce que mon métier en ce moment, je me rends compte qu'il a aucun impact positif et je peux pas vraiment aider la société avec ce que je fais. Donc, est-ce que finalement, à long terme, j'ai pas envie plutôt de me réorienter vers quelque chose qui a du sens, qui a une utilité sociale, qui a une utilité sociétale, qui a une utilité environnementale. Je pense, et moi c'est quelque chose qui m'est cher via la notion d'entreprise à mission et toute l'ADN en fait de notre projet, mais je pense qu'il y a quand même des signaux faibles qui deviennent de plus importants et j'espère du coup que ce que la société va en tirer au sens large, c'est peut-être un recentrage vers ce qui est vraiment important. Qui est l'aspect social et environnemental notamment. Et qu'est-ce que ça a changé? Effectivement, on va en profiter, la loi Pacte, justement, de devenir société à mission chez Open Classroom au niveau de vos parties prenantes, etc. L'inscription dans les statuts, ça a changé quoi pour vous? Alors, c'est une façon déjà d'ancrer très fortement cette définition de la mission, rendre l'éducation accessible. Notre vision, c'est rendre l'éducation professionnalisante accessible et toutes les valeurs qui sont derrière, qu'on a définies dans nos statuts, mais aussi dans notre pacte d'actionnaires. Ça nous permet de dire à tous nos investisseurs et à toutes nos parties prenantes, voici ce que Open Classrooms est, voici ce que Open Classrooms n'est pas. Et donc, si vous voulez investir chez nous ou travailler avec nous, voici un petit peu la communauté d'intérêt auquel vous adhérez. Et donc ça, c'est très bien défini. Et on a même créé un comité d'impact qui est un organe de gouvernance statutaire, donc défini dans nos statuts, qui représente toutes nos parties prenantes. Pour nous, c'est les étudiants, les employeurs, les universités partenaires, etc., qui est là pour s'assurer que Open Classrooms réalise bien sa mission pour mesurer l'impact, la publier et faire aussi des recommandations sur notre stratégie. Donc, ça a changé quand même pas mal de choses et ça permet avec un organisme tiers indépendant qui va venir. Alors, il y aura également bientôt, un notaire qui va venir suivre ce comité de gouvernance. Ouais. Et effectivement, mais en réalité, on n'a même pas encore la liste des organismes accrédités pour mettre le tampon dessus. Ouais. Donc, on attend cette liste. Mais effectivement, ça fera partie des choses. On aura une sorte de commissaire aux comptes de l'impact qui va venir vérifier que tout ce qu'on raconte dans notre comité d'impact avec les parties prenantes, ça, c'est juste ou pas. Ben je pense en tout cas, mon point de vue, ma vision, effectivement, c'est que 2021, ce sera sans doute l'année de la raison d'être, mais alors là, pour toutes les entreprises, qu'elles soient statutaires ou pas, mais je pense qu'il y a de plus en plus de grosses boîtes même, de PME, mais également de grosses entreprises qui vont devenir sociétés à mission. Je sais qu'il y a quelques annonces qui vont se faire dans les prochaines semaines et je trouve ça formidable et c'est super. Vous y avez été avant presque tout le monde, en fait, finalement, parce que la loi Pacte, elle a tout juste un an.
Dernière question du coup pour Benjamin. Dernière question également la même concernant voilà, votre vision, vous en tant que sans doute père de famille, citoyen, ça a changé quoi pour vous cet impact de cette crise sanitaire, sociale et économique? Je rebondis sur les propos de Pierre. Ce que je vois surgir, le côté positif, c'est effectivement cette envie d'utilité, voilà, avec ces signaux de la part d'entreprises et de la part de salariés aussi qui nous appellent en disant bon, voilà, je suis en télétravail, j'ai envie de me rendre utile. Peut-être que dans mon travail, j'ai pas toujours ce sentiment-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ça, on le ressent fortement. Je suis d'accord sur le constat de Pierre aussi, sur le fait de dire que la crise aura des effets dans le temps. Le digital va devenir effectivement quelque chose, enfin la transition va être accélérée par ça. Je pense que l'envie de socialisation va devoir aussi aller avec le digital. Les gens ont quand même envie de contact, donc ce sera des contacts digitaux. C'est pour ça que je crois beaucoup aux dispositifs de mentorat en ligne et à leur développement, parce que c'est une manière aussi d'aider et de nouer des contacts avec des gens, forcément, vous ne les voyez pas, mais au moins vous êtes en relation avec quelqu'un de nouveau et quelqu'un qui va vous apporter quelque chose et quelqu'un que vous allez pouvoir aider. Donc je crois qu'il y a du positif. Alors j'ai aussi des craintes, mais je vais rester sur le positif, sur ce qu'on peut en retirer. Moi, je ne sais pas si on a le droit de faire de la poésie à BFM Business, mais juste je voulais citer une petite On n'est pas sur BFM Business cette nuit. Pardon, ouais. Je voulais citer une petite phrase que j'ai lue. D'accord, désolé. Dans une de mes nuits de confinement, c'est Fernando Pessoa, faire de l'interruption un nouveau chemin, faire de la chute un pas de danse et faire de la peur un escalier. Voilà, je trouve que ça c'est quelque chose qu'on pourrait assez bien appliquer à cette période. Bon, écoutez, merci beaucoup, Benjamin, Pierre Dubuc, Blavel. C'était très enrichissant. Merci beaucoup. Je souhaite surtout à Article 1 de récolter plus de 15 000 ordinateurs, etc. Et puis, bien évidemment, on souhaite longue vie à Open Classroom et surtout bravo pour l'engagement fort, en tout cas, d'avoir joué le jeu et de s'être emparé de ce, on va dire, un peu cette labellisation française avec l'entreprise à mission d'Open Classroom. Merci beaucoup à vous deux. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est un partenariat avec le French Impact et que vous pouvez voir toutes les solutions sur le site French Impact dans la rubrique Entraîne. Je vous souhaite une très très belle semaine. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt, merci. À bientôt.